C'est l'année qui a changé la face du monde. Après 1945, rien ne sera plus jamais comme avant. Cette dernière année de guerre est d'abord une année de combats effroyables. C'était le chaos, c'était hors de contrôle. En janvier, combat furieux dans la forêt des Ardennes. Cette attaque a pris les Américains totalement par surprise. En avril, bataille de rue à Berlin. Quartier par quartier, avec de l'artillerie lourde, des chars. Adolf Hitler a choisi de se battre jusqu'à la mort. Il savait sa mort inéluctable, mais il voulait que le peuple allemand meure avec lui. Dans le Pacifique aussi, la fin du cauchemar se fait attendre. La stratégie japonaise était toujours la même, infliger aux Alliés le plus de pertes possible. Le 6 août, les Américains larguent la première bombe atomique de l'histoire. Tout a changé. Les humains étaient capables de créer des armes si terribles qu'elles pouvaient conduire à leur propre disparition. La violence de l'année 1945 dépasse l'entendement. Comme à Auschwitz et dans les autres camps d'extermination nazis. L'horreur dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Épuration, procès historiques, création des Nations Unies. Le monde parviendra-t-il à se relever? Car déjà, les prémices de la guerre froide apparaissent. Toute l'Europe centre-orientale est sous domination diplomatique et militaire de l'armée rouge. Grâce à des images d'archives exceptionnelles, nous allons vous raconter ces moments décisifs de notre histoire. Mois par mois, vous comprendrez les enjeux majeurs de cette année hors du commun. Elle pose les fondations de ce que notre monde est devenu aujourd'hui. 1945 a eu des conséquences colossales. Au début de l'année 1945, l'Europe est toujours à feu et à sang. L'Allemagne nazie est prise en étau, mais continue de se battre. À l'Est, l'armée rouge a gagné du terrain. À l'Ouest, les Alliés ont libéré la quasi-totalité du territoire français. Ils ont pris pied en Belgique et ont pénétré en Hollande dans des conditions souvent extrêmes. L'hiver de 1944 à 1945 a été particulièrement dur. C'était très déprimant pour tous les soldats de vivre dans ces tranchées boueuses, souvent dans des zones inondées. Le plus gros problème côté américain, c'était l'absence de chaussures adaptées. Ils avaient les pieds qui baignaient dans l'eau glacée, la boue, la neige, depuis trop longtemps. Et ils n'étaient pas assez isolés. Et bien sûr, ils ne pouvaient jamais enlever leurs chaussures dans ce genre d'environnement. Et leurs pieds finissaient par se nécroser. Si vous regardez vraiment le calvaire que vivaient ces soldats, il y avait un côté « quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand ce cauchemar va-t-il enfin se terminer ?» En ce début de mois de janvier, les troupes sont plongées dans l'une des plus sanglantes batailles de la guerre en Europe. 2 semaines plus tôt, les Allemands ont lancé une violente contre-attaque au cœur des Ardennes. L'objectif d'Hitler, retourner la situation en prenant les Alliés par surprise. Il a choisi les Ardennes car c'est une région avec beaucoup de forêts, beaucoup de sapins, des petits villages, des vallées encaissées, des ravins, des petites rivières. Ce n'est vraiment pas le terrain idéal pour combattre avec des blindés. La stratégie nazie était d'empêcher les armées alliées de franchir le Rhin. Mais Hitler a eu cette idée de surprendre tout le monde en lançant une grande contre-attaque dans les Ardennes.
Son idée, qui relevait du pur fantasme, était que s'il réussissait à franchir la Meuse et à remonter vers le nord jusqu'à Anvers pour prendre le port, les Anglais perdraient la guerre. Anvers est un objectif très important pour les deux côtés. Pour les Alliés, parce qu'ils ont absolument besoin d'un port. Et pour les Allemands, parce qu'ils veulent empêcher le débarquement d'armements supplémentaires en Europe. Les chefs de l'armée allemande ne croient plus au plan d'Hitler. Mais le Führer est déterminé à aller jusqu'au bout. En fait, tous ces généraux étaient opposés à ce plan. Ils savaient qu'il ne marcherait jamais, mais Hitler était obsessionnel. On sait qu'il prenait déjà énormément de drogue et qu'il souffrait de symptômes de manque. Il avait perdu tout discernement, à tel point que les Anglais ont décidé d'annuler l'opération Foxley, leur plan pour assassiner Hitler, parce qu'ils s'étaient rendus compte à ce moment-là qu'ils gagneraient la guerre plus rapidement avec Hitler aux commandes. Dès les premières heures de l'année 1945, l'aviation allemande est passée à l'offensive. La Luftwaffe a attaqué des bases alliées en Belgique, aux Pays-Bas, en France. Les Anglais ont souffert parce que ce sont leurs aérodromes qui ont été visés en priorité. Mais ça a été aussi un désastre pour la Luftwaffe. Essentiellement parce que les Allemands avaient gardé l'opération tellement secrète que ce sont leurs propres défenses antiaériennes qui ont abattu la plupart des avions. Au total, 271 avions ont été abattus et 230 pilotes, que la Luftwaffe ne pouvait pas se permettre de perdre, ont été tués ou capturés au cours de l'opération. Vaincus dans les airs, les Allemands se retrouvent à nouveau sur la défensive. Les Allemands étaient désespérément inférieurs. On estime qu'en 1945, l'aviation alliée était 14 fois supérieure à l'aviation allemande. Ce qui signifie que l'armée allemande n'avait plus les moyens de s'opposer à la supériorité aérienne des Alliés. Malgré l'épuisement des troupes, les Alliés ont repris l'avantage. À court de carburant, l'armée allemande est contrainte de reculer. Cette attaque a pris les Américains totalement par surprise. Mais ils ont réagi très vite. Et eux seuls avaient encore les ressources suffisantes. Ils envoyaient plus de 45 000 hommes par jour en renfort. Le 16 janvier, Adolf Hitler quitte son QG de Prusse orientale et rentre à Berlin. C'est là, depuis son bunker, que le Führer va commander la suite des opérations. L'avenir du Reich est en jeu, car la situation se dégrade aussi sur le front de l'Est. 4 jours plus tôt, l'armée rouge lance une offensive de grande ampleur. Vous aviez des troupes qui franchissaient la Vistule, entraient en Prusse orientale et qui avançaient jusqu'à la rivière Oder. L'armée rouge avait 6 700 000 hommes entre la Baltique et la mer Adriatique. De ce point de vue-là, les Russes avaient 2 fois plus d'hommes que l'armée allemande sur ce front. Les meilleures forces allemandes envoyées dans les Ardennes manquent cruellement pour résister aux troupes de Staline. Les Soviétiques avancent en Prusse orientale et à l'intérieur du territoire polonais. Ils ne prenaient aucune précaution. Ils ne s'embêtaient pas à chercher des ponts pour traverser et faisaient passer leurs chars directement dans les rivières. C'était extrêmement efficace, car le temps qu'Hitler envoie ses ordres à ses commandants, ils étaient en retard d'au moins 24 heures. Et à ce moment-là, les troupes soviétiques avaient déjà progressé bien au-delà de ce qu'imaginaient les Allemands.
l'Allemagne puise dans ses dernières forces. Le régime compte notamment sur ses milices populaires. Depuis fin 1944, les nazis ont lancé la levée en masse de tous les hommes valides de 16 à 60 ans. Une illusion face au rouleau compresseur soviétique. Ce choix de faire défendre le territoire par les unités baptisées Volkssturm, qui étaient des milices du peuple composées de simples civils censés savoir se battre, s'est révélé être une stratégie catastrophique. C'était une situation complètement absurde. Bien sûr, ils ne pouvaient pas rivaliser avec l'armée russe. Équipés de leurs simples pistolets et de leurs bazookas, ils étaient désespérément inférieurs aux blindés soviétiques. La marche en avant de l'armée rouge se déroule dans une brutalité inouïe. Quand on a raconté à Staline comment les troupes soviétiques se comportaient avec les Allemands et la population civile, il a considéré qu'on pouvait les excuser, que les soldats avaient déjà beaucoup supporté. Ils avaient vu leur pays détruit, leurs familles et leurs amis tués. Alors quelle importance s'ils s'amusaient avec une femme quelque part en Allemagne ? Encore aujourd'hui, ça reste une explication, voire une justification pour tous les crimes qui furent commis. Est-ce qu'ils ont eu pitié de nous? Non. Donc on n'a qu'à faire pareil. Les massacres commis par les troupes allemandes nourrissent le désir de vengeance. Mais la loi du talion n'explique pas tout. Dans la société soviétique, toute forme de sexualité était complètement réprimée. Et beaucoup de ces soldats étaient profondément ignorants. Bien souvent, ils se saoulaient pour se donner du courage. Et la nuit, ils partaient en chasse. De nombreuses femmes, selon les rapports soviétiques, préféraient tuer leurs propres enfants et essayer de se suicider. C'était effroyable. Les soviétiques sèment la terreur au sein des populations civiles. Les Allemands installés à l'Est doivent fuir. Un exode massif. La réputation de brutalité des Russes était en partie due à la propagande de Goebbels. Mais elle était aussi nourrie par l'expérience des soldats. L'arrivée des troupes russes sur le sol allemand a créé une panique générale. Naturellement, ça a incité les gens à fuir la Prusse orientale. Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ne s'arrêtent pas là. Ce que le monde s'apprête à découvrir va au-delà des mots. Dix jours après avoir pénétré dans Varsovie en ruine, l'armée rouge entre dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Ce 27 janvier 1945, c'est par hasard, en progressant en territoire polonais, que les soldats soviétiques découvrent les rescapés de l'enfer nazi. Les troupes improvisent sur le moment ce qu'ils peuvent bien faire des rares survivants qui sont là. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces camps de concentration ont été vidés par les SS de leurs occupants, ou en tout cas ont été vidés de ceux qui pouvaient se tenir debout et marcher. Ils sont jetés sur les routes et sont envoyés vers les camps d'Allemagne de l'Ouest et les camps d'Autriche. C'est ce que l'on a appelé les marches de la mort. Et lorsque l'armée rouge arrive à Auschwitz, il n'y a plus que 7000 prisonniers sur place et ce sont en fait des agonisants. Ici, plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont perdu la vie. La grande majorité étaient des juifs assassinés dans les chambres à gaz. Les caméras soviétiques filment ce qu'il reste d'eux, car les nazis récupéraient tout ce qu'ils pouvaient afin de procéder à un morbide recyclage. Pour faire disparaître les corps, les bourreaux utilisaient ces fours crématoires, un moyen efficace et discret aux yeux des nazis. Des Polonais, des Tziganes, des prisonniers politiques ont également trouvé la mort à Auschwitz.
Les gens étaient déjà au courant de l'existence des camps de concentration avant la fin de la guerre. Dans le journal d'Anne Frank, on voit bien qu'Anne Frank, qui n'était qu'une petite fille et qui vivait dans un grenier, en avait entendu parler à la radio et qu'elle avait même entendu parler des chambres à gaz. Donc tout ça n'était pas nouveau. Mais être au courant n'est pas vraiment la même chose que le voir de ses propres yeux. L'horreur dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Pourtant, ce que les soldats soviétiques découvrent n'est que la partie visible des crimes nazis. Car les hommes d'Hitler ont tout fait pour effacer les preuves de leur barbarie. Dans la dernière partie de la guerre, les SS ont commencé à démonter certains sites d'extermination de masse. C'est le cas du camp de Sobibor ou du camp de Treblinka, par exemple. Et également, on dynamite les chambres à gaz de Birkenau parce que la décision du génocide des Juifs d'Europe a toujours été une décision secrète. Ça n'a jamais été assumé publiquement par le régime nazi. Auschwitz entrera dans l'histoire comme le nom d'un des plus grands crimes que l'homme ait commis. Mais pour l'heure, la guerre bat son plein et les affaires diplomatiques ne s'arrêtent pas. Le mois de février s'ouvre par une conférence au sommet organisée dans un ancien palais du Tsar sur les bords de la mer Noire. C'est ici, près de Yalta, petite station balnéaire de Crimée, que les leaders alliés se sont donné rendez-vous. Churchill, le Britannique, Roosevelt, l'Américain, et Staline, le Soviétique, veulent hâter la victoire et préparer l'après-guerre. On est vraiment au sommet de la grande alliance entre les anglo-saxons et les soviétiques. C'est vrai qu'il y a ce cliché de la conférence de Yalta comme partage du monde, mais en aucun cas ça n'a été un partage du monde, bien au contraire. Les Alliés adoptent une déclaration finale sur l'Europe libérée qui envisage des élections libres sous le contrôle des trois grands. L'atmosphère entre alliés est cordiale. Pour autant, chaque leader a son propre agenda. Staline avait une priorité, assurer le contrôle soviétique sur l'Europe centrale et surtout sur la Pologne. C'est là où il avait été pris par surprise en juin 1941. Et plus jamais il ne laisserait l'Union soviétique se faire prendre par surprise. Roosevelt, lui, avait une autre priorité. Il espérait, de façon un peu idéaliste, empêcher une nouvelle guerre grâce à la création des Nations Unies, qui serait son héritage pour l'avenir. Il était disposé à faire des concessions à Staline pour que ce dernier accepte d'entrer en guerre contre le Japon, mais surtout pour avoir son accord sur les Nations Unies. Côté britannique, le Premier ministre de Sa Majesté est beaucoup plus méfiant envers l'ogre soviétique. Churchill était horrifié. Il savait que ce que faisait Staline pour contrôler la Pologne et l'Europe centrale allait conduire à des tensions dans le futur. Il est vrai qu'à Yalta, Staline a obtenu beaucoup. La conférence se déroule en Crimée et il a bien fallu acheminer les délégations jusqu'au lieu de la conférence. Les trains ont traversé des zones absolument détruites par les combats. Et en plus avait pour ordre d'avancer de façon très ralentie dans les zones où les destructions étaient les plus évidentes. Donc une fois les délégations installées à Yalta, eh bien, Staline a pu obtenir le principe selon lequel l'Union soviétique récupérerait la moitié des réparations qui seraient dues par l'Allemagne à la fin de la guerre. Les Alliés s'accordent pour partager l'Allemagne en zone d'occupation une fois la victoire acquise. La guerre contre le Troisième Reich est pourtant loin d'être terminée. Malgré la défaite annoncée, les Allemands résistent. Pour faire plier Hitler, les forces anglo-américaines déchaînent un déluge de feu. À seulement 200 km de Berlin, la ville de Dresde est frappée par les bombes incendiaires alliées.
La ville a été dévastée par les bombardements. Les lignes de tramway ont été arrachées et tout le reste avec. Mais le pire a été pour les habitants. Le bilan est effroyable. À Dresde, entre 25 et 35 000 civils auraient péri sous les bombes. Parallèlement, les armées alliées continuent d'attaquer au sol. L'avancée vers Berlin est un immense défi logistique. Il y a de gros problèmes d'effectifs côté anglais et canadien. Les troupes françaises, en revanche, se renforcent. Au fur et à mesure de la libération de la France, de plus en plus de jeunes rejoignent la nouvelle armée française et se battent aux côtés des résistants de la première heure. Les troupes coloniales qui se sont battues en Afrique du Nord sont désormais en France. Mais en réalité, la majorité des troupes alliées occidentales est américaine. Et ce sont les Américains qui mènent la danse. Malgré l'hiver glacial et une violente résistance ennemie, la première armée française, soutenue par les forces américaines, a fini de libérer la poche de Colmar le 9 février. Mais une frontière naturelle se dresse encore sur la route des Alliés. À ce moment-là, Hitler est décidé à se battre jusqu'à la mort. Il espère que sur son flanc ouest, le Rhin soit une barrière infranchissable pour les Alliés et qu'il pourra ainsi protéger le cœur de l'Allemagne. Pour bloquer la progression des Alliés, les Allemands détruisent les ponts qui enjambent le Rhin. In extremis, les Américains parviennent à prendre le pont de Remagen, le dernier qui tient encore debout. Les Allemands ont bien tenté de le faire sauter, mais seule une partie a été endommagée. Le 7 mars, les Alliés franchissent le fleuve et établissent une tête de pont sur la rive droite. Le cœur du Reich est désormais dans la ligne de mire de l'US Army. Une nouvelle qui va pousser Staline à accélérer. Quand le général soviétique, qui est au QG, apprend la nouvelle, il la transmet immédiatement à Staline. À ce moment-là, il sait que les Américains pourraient arriver à Berlin avant lui. Il convoque immédiatement le maréchal Zhukov à Moscou et le maréchal Konev pour lancer l'assaut sur Berlin le plus vite possible. La défaite inéluctable du Reich laisse apparaître la concurrence entre les puissances alliées. Désormais, un enjeu très symbolique agite les états-majors. Quelle armée arrivera la première à Berlin? Quel drapeau sera le premier à flotter sur la capitale du Reich? À l'autre bout du monde, les Alliés affrontent l'Empire du Japon dans le Pacifique. Plus de 3 ans après l'attaque de Pearl Harbor, les Américains ont pris l'ascendant. En ce début mars 1945, la bataille fait rage sur l'île d'Iwo Jima. Située à quelques 1000 km de Tokyo, elle offrirait une base précieuse à l'aviation alliée. Mais sur cette île truffée de défenses souterraines, les Boys se heurtent à une guérilla meurtrière. Les Japonais avaient développé cette culture militaire extraordinaire, dans laquelle les soldats étaient complètement fanatisés et frappés par leurs officiers supérieurs. Ils étaient prêts à se battre jusqu'à la mort. C'était vraiment stupéfiant. Aucun soldat n'avait la permission de se rendre. L'humiliation de retour au pays aurait été trop forte. Repliés dans des tranchées, des grottes, des casemates, les soldats japonais peuvent surgir à tout moment. Les Américains tentent de les déloger à la grenade ou au lance-flammes.
Face à cet ennemi imprévisible et sans pitié, la paranoïa gagne les troupes. Il fallait absolument éviter qu'ils se rendent. S'ils étaient blessés, il fallait les tuer au plus vite, au cas où ils dissimulent une grenade, et c'était souvent le cas. Il y a même eu des cas où des marines ont littéralement coupé la tête de soldats japonais morts pour la faire bouillir et la ramener en souvenir. Il y a eu une déshumanisation tout au long de cette guerre, de part et d'autre. C'était très choquant. Pour gagner la guerre, les Alliés ne se limitent pas aux combats rapprochés. Ils font le choix d'écraser les villes ennemies sous les bombes. Dans la nuit du 9 au 10 mars, Tokyo est prise pour cible. L'US Air Force envoie ses bombardiers pilonner la capitale japonaise. Les pilotes reçoivent des consignes implacables. Des bombardements à basse altitude, de nuit, pour incendier les villes japonaises. Il y avait beaucoup de sites industriels construits au milieu de zones résidentielles. Et dans beaucoup de ces zones, les bâtiments étaient en bois, donc très vulnérables. La plupart du temps, les membres d'équipage des B-29 américains ouvraient les portes et ils étaient immédiatement saisis par la puanteur de la chair qui brûlait, des déchets qui brûlaient, des cheveux qui brûlaient. La capitale de l'Empire du Soleil Levant est réduite en cendres. On compte 100 000 morts. C'est le bombardement le plus meurtrier de toute la guerre. Comment est-ce possible d'attaquer des îles fortement défendues comme l'était l'archipel japonais sans commencer par les bombarder? C'était le seul moyen que les Alliés avaient à disposition pour éviter de perdre trop d'hommes. Ils étaient sous la pression du Parlement et des médias américains, et ça les a contraints à privilégier les bombardements qui ont tué tous ces civils. En Europe, les Américains sont désormais au cœur de l'Allemagne. En ce début du mois d'avril, ils découvrent à leur tour l'horreur des camps nazis. À Ohrdruf, l'un des camps annexes de Buchenwald, le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées sur le continent, vient voir de ses yeux ses victimes décharnées. L'existence des camps de la mort avait été révélée dès décembre 1942. Mais de voir la réalité, de sentir la réalité de ces camps, de ces corps qui pourrissaient sur place, qui n'avaient pas été enlevés ou brûlés, tellement les survivants étaient faibles. C'était une vision épouvantable. Le choc était tel que le général Eisenhower décida de le médiatiser le plus largement possible. Dans la presse, les cinémas, la radio, pour que tout le monde puisse comprendre contre quoi on se battait. Lui-même était horrifié. Le gouvernement militaire américain décide de faire venir la population allemande pour mettre les civils allemands en face de ce qui s'est déroulé à quelques kilomètres de chez eux. Les Alliés doivent à présent prendre en charge ces victimes.
Mais les survivants de la sauvagerie nazie sont si faibles que beaucoup périssent peu de temps après. Le problème, c'est que sur le front ouest, quand les soldats américains et anglais ont découvert ces hommes affamés et squelettiques, ils leur ont donné tout de suite à manger. Ce qui était la pire des choses à faire, puisqu'ils ont tout dévoré d'un coup et beaucoup d'entre eux en sont morts presque immédiatement après. Que faire de ces hommes et de ces femmes qui ont réussi à s'en sortir? Cette question qui se pose au printemps 1945 s'annonce comme l'un des grands défis de l'après-guerre. Les anciens déportés deviennent bientôt des réfugiés. Beaucoup des Juifs qui venaient de pays comme la Lituanie, la Pologne, l'Ukraine ne pouvaient pas vraiment rentrer chez eux, car il ne restait plus personne. Ils avaient perdu toute leur famille et leurs amis. Et c'était souvent des endroits qui étaient toujours hostiles aux Juifs, donc ils n'avaient nulle part où aller. Donc les anciens camps de concentration furent recyclés en des soi-disant camps de réfugiés, où étaient rassemblés des gens qui voulaient désespérément aller ailleurs, en Palestine, aux États-Unis, n'importe où, mais qui sont restés enfermés là, parfois pendant des années. Les Alliés se rapprochent toujours plus de Berlin. Les Américains sont à moins de 100 km de la capitale du Reich. Pourtant, le général Eisenhower fait un choix qui va susciter la controverse dans son propre camp. Eisenhower prend une décision militaire, mais c'est aussi une décision politique, dans le sens où il se dit « On ne va pas entrer avec nos armées à Berlin. On ne participera pas à cette boucherie. » La conférence de Yalta avait déjà eu lieu. Les dirigeants alliés avaient décidé que Berlin serait une zone d'occupation partagée. Donc Eisenhower ne voulait pas risquer les vies de soldats anglais, canadiens ou américains pour un territoire qu'il allait peut-être devoir céder aux soviétiques. Les Américains laissent l'armée rouge payer le prix du sang. Mais Eisenhower, lui, va devoir supporter le coût politique d'une telle décision. Churchill était furieux parce qu'il voulait avancer le plus loin possible vers l'Est. Il savait comment Staline se conduisait en Pologne, avec l'élimination de tous ceux qui s'étaient battus contre les Allemands pendant le soulèvement de Varsovie. Tous les hommes politiques polonais étaient systématiquement arrêtés et assassinés. Churchill espérait que si les Alliés avançaient vers l'Est, ils seraient en meilleure position pour négocier avec Staline. L'armée rouge a le champ libre. Les troupes de Staline s'apprêtent à engager leur puissance de feu contre la capitale du Reich. En 1945, la force de l'armée soviétique reposait sur un simple fait, la supériorité numérique, en troupes et en équipement, en avions et en chars. De ce point de vue, c'était une guerre de nombre et non de stratégie. Le comble de l'ironie, c'est que si les Américains n'avaient pas donné un demi-million de véhicules militaires à l'armée soviétique, ils seraient arrivés à Berlin bien avant l'armée rouge. Côté allemand, Hitler est toujours retranché dans son bunker avec un dernier carré de fidèles. Il avait une alternative. Sa forteresse dans les montagnes, située dans les Alpes, qu'il avait d'ailleurs agrandie. Certains de ses hommes le supplièrent de s'y rendre pour continuer le combat, mais Hitler voulait rester à Berlin. Le Führer refuse d'admettre la défaite. Il s'enferme dans une attitude suicidaire. Hitler fantasmait sur ses armées qui allaient subitement contre-attaquer, ou capturer ou encercler les Russes. Ça n'avait aucun lien avec la réalité. Il était toujours obsédé par ces idées d'armes miracles, les Wunderwaffen, qui n'existaient pas. Les divisions soviétiques s'apprêtent à donner l'assaut sur Berlin. 2,5 millions d'hommes se tiennent prêts à déferler sur la capitale du Reich.
premières heures du 16 avril, l'offensive finale commence. Plus de 2 millions d'obus ont été tirés en ce tout premier jour. Les pièces d'artillerie étaient littéralement positionnées roue contre roue. Joseph Staline voyait Berlin comme l'objectif ultime en Europe, comme le symbole de qui allait vraiment gagner la guerre contre le nazisme. Et bien sûr, il y avait déjà des tensions majeures entre l'Est et l'Ouest dans la coalition alliée. Staline n'arrivait même pas à croire que les alliés occidentaux n'allaient pas chercher à rejoindre Berlin. Il pensait qu'ils essayaient de le piéger en disant ça. L'idée était d'encercler Berlin pour empêcher les Américains d'y entrer. Et ensuite d'attaquer le centre-ville. La raison? Des recherches nucléaires menées à l'Institut du Kaiser Wilhelm, au sud-ouest de Berlin. Staline voulait éviter à tout prix que les Américains y arrivent avant lui. Il savait, grâce à ses espions, que les Américains développaient la bombe atomique. Et il ne voulait surtout pas que les Américains arrivent à Berlin pour mettre la main sur l'uranium que les Allemands y entreposaient, ou pour capturer les scientifiques allemands. Déjà ravagée par les bombardements, la capitale allemande s'enfonce dans la désolation. Pour Hitler, le compte à rebours est lancé. Il savait à ce moment-là qu'il allait mourir, et sans aucun doute qu'il allait se suicider. Il avait peur d'être ramené à Moscou dans une cage et d'y être exhibé. Donc il savait sa mort inéluctable, mais il voulait que le peuple allemand meure avec lui. En pleine débâcle, le jour de ses 56 ans, le Führer choisit de faire une apparition publique. Il s'agit du dernier enregistrement filmé d'Hitler. On le voit passer en revue les jeunes héros des jeunesses hitlériennes, qui étaient enrôlés pour accomplir des attentats suicides. Il était dans un tel état de déchéance, quasiment infirme. Le lendemain, 21 avril 1945, les Soviétiques pénètrent dans la ville. La bataille de Berlin est d'une violence hors norme. Quartier après quartier, en combinant plusieurs types d'armements, de l'artillerie lourde, des chars, des soldats de l'infanterie qui nettoyaient jusqu'aux égouts des immeubles. Les soldats allemands, eux, n'avaient reçu qu'une seule arme individuelle et l'ordre de se battre. Les troupes soviétiques étaient décidées à ne pas subir d'attaque par l'arrière. Alors que les soldats progressaient, ils trouvaient des civils réfugiés dans des caves. Et juste au cas où des soldats allemands seraient cachés parmi eux, ils lançaient des grenades à l'intérieur. L'armée rouge cherche à écraser les derniers combattants nazis. La stratégie des Soviétiques dans l'offensive de Berlin était d'abord d'assurer une supériorité numérique sur tous les secteurs du front. Ensuite, renforcer leur puissance de feu avec des pièces d'artillerie dans toutes les directions. Et enfin, avancer, quelles que soient les pertes humaines. La stratégie militaire retenue par les Soviétiques s'avère dévastatrice. Ils ont commis de nombreuses erreurs. Ils envoyaient leurs chars dans les rues, là où les jeunesses hitlériennes, ou la Volkssturm, la milice populaire, pouvaient leur tendre des embuscades depuis les fenêtres des caves ou des maisons, en se servant de lance-grenades anti-chars. Les pertes soviétiques ont été très lourdes. Alors que Berlin plonge dans le chaos, les Alliés font leur jonction plus au sud.
Le 25 avril, les troupes américaines et l'armée rouge se rejoignent sur les rives de l'Elbe. Il y avait des commissaires de l'armée rouge qui avaient peur d'être associés aux occidentaux capitalistes et qui essayaient de contrôler leurs troupes. Les soldats américains, eux, étaient fascinés et même effarés quand ils ont rencontré leurs homologues de l'armée rouge. Leurs uniformes tombaient en lambeaux, leurs armes étaient rouillées et en mauvais état. Mais l'incompréhension, le choc culturel était énorme. Ils ne parlaient pas la même langue, donc ils ont juste trinqué à la victoire. Mais je crois que dans l'esprit des Américains, ce qui prédominait, c'était « Dieu merci, la guerre est finie. On va pouvoir quitter la vieille Europe corrompue, la laisser reprendre le cours de sa vie et nous rentrer à la maison. On a fini notre travail. » En attendant de rentrer au pays, les hommes posent devant les photographes. Un cliché emblématique immortalise l'événement. À gauche, le sous-lieutenant américain William Robertson. À droite, le lieutenant soviétique Alexander Silvashko. Cette photo symbole va faire le tour du monde. Loin de ces images de célébration joyeuse, en Italie, les alliés d'Hitler sont châtiés par les vainqueurs. Le 28 avril, Benito Mussolini a été exécuté par des résistants. Le lendemain, à Milan, le leader fasciste est pendu par les pieds aux côtés de sa maîtresse. Leurs corps sont conspués par une foule en furie. La nouvelle de cette mort humiliante parvient jusqu'en Allemagne. Hitler avait vu les images. Il avait peur que son corps soit exhibé à la foule. Il voulait que son corps soit brûlé. Acculé, Adolf Hitler se suicide. Selon des travaux récents, il aurait absorbé du cyanure et se serait tiré une balle dans la tête. L'Allemagne s'effondre. Le monde imaginé par les nazis est balayé. À Berlin et dans de nombreuses villes du pays, des chefs politiques, des militaires mais aussi des civils se donnent la mort. Le nombre de suicides a été énorme, surtout après l'annonce de la mort d'Hitler. Bien sûr, on n'a pas dit à la radio que Hitler s'était suicidé, mais qu'il était mort en conduisant ses troupes. Donc on a déguisé la vérité. Mais pour beaucoup d'Allemands, il paraissait évident que pour Hitler, le suicide était la seule issue honorable. C'est intéressant de voir à quel point les Allemands, et parmi eux les membres officiels du régime, pensaient qu'ils pouvaient se donner la mort avec leur famille. Des études récentes ont creusé cette question et découvert que ce climat apocalyptique avait été méthodiquement entretenu par Hitler. Il imaginait la chute de l'Allemagne presque comme un opéra wagnérien. Le jour même de la mort d'Hitler, des combats féroces ont lieu au Reichstag, le parlement historique de l'Empire allemand. Les opérations des troupes à Berlin suivaient une tactique de guerre urbaine consistant à occuper la ville quartier par quartier. À la fin, alors que certaines parties de la ville n'avaient pas encore été prises, le gros des troupes était déjà en route pour s'attaquer au symbole du pays, le palais du Reichstag, pour y hisser le drapeau rouge. Au même moment, dans son bunker, Hitler venait tout juste de se suicider, ou peut-être même qu'il était encore vivant. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs ont besoin de symboles.
Ce que l'on retient, c'est cette photo du drapeau qui est planté sur le toit du Reichstag, alors que dans le fond, le Reichstag n'avait aucun pouvoir politique pendant le Troisième Reich. Ce cliché pris par un photographe soviétique fait entrer l'épisode dans la postérité. L'histoire de la prise du Reichstag dépend des versions. Il y a celle de la propagande et il y a ce qui s'est vraiment passé. La propagande prétend que le drapeau rouge a été hissé pendant la nuit pour être en place le matin du 1er mai. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il s'agit d'une reconstitution. Et cette photo a dû être retouchée, car les soldats qui tenaient le drapeau avaient les bras couverts de montres qu'ils avaient dérobées. Après tant de combats acharnés et tant de morts, la guerre en Europe s'achève enfin. Mais une fois de plus, en ce mois de mai 1945, les symboles pèsent sur le cours de l'histoire. Le point final, après 6 ans de guerre sur le continent, va connaître quelques rebondissements diplomatiques. À Reims, les Allemands se rendent au QG d'Eisenhower. Les Allemands expriment leur volonté de se rendre sans condition dans les premières heures du 7 mai 1945. Et ils signent la capitulation au cours d'une cérémonie à Reims, dans le quartier général d'Eisenhower. Tous les représentants alliés y participent, y compris les soviétiques. Mais ces images ne conviennent pas au maître du Kremlin. Staline exige une autre cérémonie. Il voulait que ce soit à Berlin, que les soviétiques avaient conquis et au cœur de leur propre zone. Donc il a fallu organiser une autre cérémonie le jour d'après, le 8 mai 1945. Donc si vous demandez à un Américain quel est le jour de la victoire en Europe, il répondra le 7 mai. Si vous demandez à un Russe, il vous dira le 8. Et le général soviétique qui avait participé à la cérémonie de Reims n'allait sans doute pas faire une très longue carrière. Pour les peuples d'Europe, peu importe ses subtilités géopolitiques. Après des années de privation, de larmes et d'effroi, l'heure est à la fête. Dans de très nombreux pays, les soldats des armées de libération ont été accueillis comme des rockstars. Non seulement parce qu'ils étaient les libérateurs, mais aussi parce qu'ils étaient plus riches que les populations locales. Ils avaient du chocolat distribué, des bas en soie, des chewing-gums. Et avec eux, ils ont amené le jazz. On danse, on rit, on fraternise. L'été 1945 a été appelé l'été de l'amour. Non seulement parce que de très nombreuses fêtes ont eu lieu avec les soldats alliés, mais aussi parce que beaucoup d'enfants sont venus au monde 9 mois plus tard. C'était le signe que le monde essayait de recommencer à zéro et de se reconstruire après tous ces morts et ce chaos. Les viols commis par certains GIs depuis le débarquement en Normandie ternissent l'image des libérateurs américains. Mais c'est bien l'euphorie d'une foule éprise de liberté que saisissent les caméramans. Une effervescence qui contraste avec le sang qui continue de couler à des milliers de kilomètres de là, dans le Pacifique. La bataille d'Okinawa fait rage quand arrive la victoire en Europe. Et tous les soldats et les Marines qui sont en train de se battre sur Okinawa en entendent parler. Les journalistes sont euphoriques et veulent partager cette grande nouvelle. Bien sûr, tout le monde est content, mais l'attitude générale des soldats, c'est plutôt « Et alors ? Qu'est-ce que ça change pour moi ?» Après la prise d'Iwo Jima, les Américains sont plongés dans une lutte sans merci pour conquérir l'île d'Okinawa. À environ 500 km des principales îles japonaises, Okinawa est un objectif stratégique.
Ils préparent l'opération Downfall, qui vise à envahir les îles principales du Japon et qui en fait terrifie les stratèges alliés, anglais et américains, car ils estiment les pertes possibles à un demi-million d'hommes. Dans cette guerre furieuse, les navires alliés doivent faire face à un danger venu du ciel. Dépassée, l'aviation japonaise a de plus en plus recours à une arme quasi imparable, les kamikazes. Ils s'étaient rendus compte que le moyen le plus efficace était de remplir leurs avions d'explosifs et de mettre aux commandes de jeunes recrues qui venaient juste de finir leur formation de pilote et qui devaient aller s'écraser sur les navires de guerre américains. Ils étaient toujours accompagnés d'un autre avion, avec aux commandes un pilote expérimenté, prêt à les abattre s'ils changeaient d'avis au dernier moment et refusaient de se crasher. La stratégie japonaise était toujours la même. Infliger aux Alliés le plus de pertes possible. Tenir aussi longtemps que possible et les forcer à négocier pour sortir de cette guerre. En Europe, la fin des combats ne se résume pas au retour des jours heureux. Depuis plus d'un an, la libération sonne l'heure de la vengeance, avec son cortège de violence, d'humiliation et d'injustice. En France, les femmes se faisaient tondre. Et les gens se faisaient poursuivre dans la rue s'ils avaient collaboré avec les Allemands ou s'ils étaient soupçonnés d'avoir collaboré avec eux. Pendant l'occupation nazie, des femmes avaient des petits amis dans l'armée allemande. Elles ont eu des liaisons avec des Allemands. Parce que c'était la seule manière de manger, parce que c'était excitant, ou parfois pour se libérer d'une famille oppressive. Il y avait toutes sortes de raisons, mais ça a ajouté au sentiment d'humiliation qu'ont ressenti les gens en étant occupés par l'ennemi. En cet été 1945, les comptes se règlent aussi en justice. À Paris, le procès de Philippe Pétain s'ouvre devant la Haute Cour de justice. À 89 ans, l'ancien chef du régime de Vichy est accusé de trahison et d'intelligence avec l'ennemi. Pour De Gaulle et pour tous les gaullistes, la personne qui devait être jugée pour démontrer l'illégalité du régime de Vichy était le maréchal Pétain lui-même. C'était une justice assez contestable. Il fallait créer des lois qui parfois n'existaient pas encore. C'était le moyen pour affirmer que l'État français sous le régime de Vichy était en fait illégal. Il fallait surtout empêcher que la justice soit rendue sous la forme d'une épuration sauvage. Mais il y avait aussi une certaine inquiétude que tout cela n'allait pas être très convaincant sur le plan juridique. Le maréchal Pétain sera condamné à mort, une peine commuée en réclusion à perpétuité. L'ancien chef du régime de Vichy sera également frappé d'indignité nationale. La joie de la libération se dissipe. Le retour des déportés, les divisions politiques, les rationnements. Les Européens sont face à une question vertigineuse. Comment reconstruire un continent dévasté? Ce combat ne fait que commencer. Qui va payer pour ça et combien ça coûte? Imaginez, votre maison a été détruite. Pouvez-vous encore y vivre ou non? Qu'allez-vous devenir? Avez-vous perdu des membres de votre famille? Quelles conséquences cela va avoir pour vous?
Dans les régions qui ont connu les combats, comme en Normandie, les destructions étaient effroyables. Que ce soit aux Pays-Bas, qui ont connu la grande famine de l'hiver. En Italie aussi, il y a eu la famine, et en Yougoslavie. Presque toute l'Europe a souffert affreusement. Beaucoup de gens se sont demandé, que ce soit pour l'Europe ou pour leur propre ville, est-ce qu'un jour ça redeviendra comme avant? Les vaincus, eux, sont confrontés à une dévastation sans précédent. Le Reich a été pulvérisé. La société allemande est à terre. Les transports publics n'existaient plus, ou quasiment plus. La plupart des maisons avaient été détruites. La situation était catastrophique. On estime que 38 millions de maisons en Allemagne furent endommagées ou détruites pendant la guerre. Les vainqueurs entendent bien tirer parti de la destruction du Reich. Les Alliés veulent notamment mettre la main sur les technologies imaginées par les ingénieurs d'Hitler. Dès le mois de mai, les scientifiques allemands se sont rendus aux Américains. Parmi eux, Werner von Braun, le père des fusées nazies. Ces savants de haut niveau basculent. Ils travailleront désormais pour le compte de l'oncle Sam. L'US Army ne récupère pas que la matière grise. Fusées V2, avions à réaction, du matériel allemand est transféré aux États-Unis. Les Américains affichent fièrement leur prise de guerre. Mais au-delà de cette mise en scène, le transfert de technologie a bien une importance stratégique. Durant la guerre froide, le savoir-faire des scientifiques allemands jouera un grand rôle, notamment dans le programme spatial de la NASA. En 1945, le bras de fer avec le géant soviétique n'en est qu'à ses prémices. Le 2 août, à quelques kilomètres de Berlin, s'achève la conférence de Potsdam. Joseph Staline et Winston Churchill posent aux côtés du nouveau président américain. Harry Truman a remplacé Franklin Roosevelt, décédé en pleine guerre, moins de 4 mois plus tôt. Potsdam, c'est la conférence la plus importante de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y voit dans le fond naître la guerre froide qui n'éclatera que 2 ans plus tard. Les Alliés demandent des comptes aux Soviétiques sur ce qui est en train de se passer en Roumanie, en Bulgarie, donc dans l'Est de l'Europe, et sur ces basculements vers des régimes communistes. Ce à quoi Staline répond en posant des questions sur la situation en Grèce, où les Anglo-Saxons ont imposé un gouvernement très impopulaire. Le futur affrontement entre les deux blocs se joue également en Allemagne. Les Alliés se partagent le territoire. À l'ouest, les Britanniques et les Américains occupent chacun une zone. La France prend elle aussi sa place parmi les vainqueurs. À l'est, l'URSS contrôle une large portion du pays. La ville de Berlin est elle aussi divisée en 4. Mais pour Staline, l'Allemagne n'est que le maillon le plus avancé d'une chaîne qui traverse l'est du continent. Au printemps 1945, toute l'Europe centre-orientale est sous domination diplomatique et militaire de l'armée rouge, qui occupe tous les pays de la zone. Petit à petit, ces pays sont amenés à basculer sous la coupe réglée politique des communistes. Западные союзники
Les alliés occidentaux, en libérant l'Europe et l'Allemagne de l'Ouest, n'ont pas essayé d'imposer aux habitants un nouveau système. La propriété privée a été conservée et le mode de vie n'a pas changé. Les seules exigences étaient la démilitarisation, une gouvernance démocratique et l'interdiction de toute manifestation ou propagande nazie. Du côté soviétique, en revanche, dès que les troupes sont entrées en Europe, l'objectif était complètement différent. Le but était d'établir des régimes similaires au système soviétique, c'est-à-dire une politique socialiste qui confisquait largement les propriétés privées et qui établissait un ordre socio-économique très différent. À 8h16 du matin, ce 6 août 1945, la première bombe atomique de l'histoire explose en plein cœur de la ville japonaise d'Hiroshima. Elle ravage tout sur son passage. Les pertes humaines ont été immédiates et la chaleur terrible. Les gens sont morts brûlés, réduits en cendres, asphyxiés. Et bien sûr, les radiations ont entraîné de nombreuses maladies. Mais beaucoup de gens sont morts dans l'effondrement des bâtiments. C'était vraiment dévastateur. Les Américains expliquent, si ce n'est justifient, l'emploi de la bombe en disant que ça a permis de gagner des vies humaines. C'est-à-dire que le coût humain d'une victoire avec armement conventionnel contre le Japon, ce serait chiffré à plusieurs centaines de milliers de combattants. C'est devenu de plus en plus évident, alors que les Américains préparaient l'invasion des îles principales du Japon, que les pertes seraient effroyables. Sans doute au moins un demi-million de morts côté allié, mais aussi des millions de Japonais qui mourraient dans les combats. Au moins 70 000 personnes sont tuées le même jour. Un chiffre auquel il faut ajouter tous les grands blessés et les dizaines de milliers de victimes qui périront dans les semaines suivantes. Pourtant, cette bombe ne suffit pas à mettre le Japon à genoux. Les commandants de l'armée japonaise impériale et de la marine refusèrent toute idée de capitulation sans condition. Même lorsque les Américains ont offert de garder l'empereur au pouvoir, ce qui était un élément clé de l'avenir du Japon d'après-guerre, ce n'était pas assez pour les commandants militaires jusqu'au boutiste. C'est ainsi que fut prise la décision de larguer la seconde bombe sur Nagasaki 3 jours plus tard. À ce stade, l'empereur avait reçu tous les détails des ravages à Hiroshima. Il savait qu'il n'avait plus d'alternative. Je pense que c'est le choc de ces explosions nucléaires qui a fini par convaincre l'empereur d'ordonner la capitulation. Ce 2 septembre 1945, le monde entier a les yeux tournés vers la baie de Tokyo. Sur le pont du cuirassé américain USS Missouri, une délégation de l'Empire du Japon vient reconnaître sa défaite. Le général Douglas MacArthur, commandant des forces alliées dans le sud-ouest Pacifique, prend la parole. We are gathered here, representatives of the major warring powers, conclude a solemn agreement whereby peace may be restored.
La Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée. Elle aura coûté la vie à au moins 50 millions de personnes, dont une majorité de civils. La fin des atrocités est un soulagement auquel s'ajoute un sentiment nouveau. Depuis le mois d'août, quelque chose a définitivement changé. L'idée qu'une seule bombe soit capable de détruire une ville entière était vraiment inédite dans l'histoire de l'humanité. Tout a changé. L'ère nucléaire avait commencé. Les humains étaient capables de créer des armes si terribles qu'elles pouvaient conduire à leur propre disparition. L'écho des tueries résonne encore dans tous les esprits. Les soldats américains rentrent au pays, mais dans quel état? Beaucoup reviennent traumatisés, à l'image de ces hommes filmés par le célèbre cinéaste John Huston dans un hôpital de Long Island. Des images censurées par le Pentagone jusqu'en 1980. And then after you got wounded, what happened? Like my nerves keep getting worse on. They get worse. These airplanes, they bombed me. I got killed nearly from one. Ces patients en uniforme se confient, craquent et révèlent l'ampleur du choc psychologique produit par les horreurs de la guerre. A display of emotion is all right. I'm not doing this deliberately, so please believe me. I do believe you. Well, I guess I just got tired of living, put it that way. I had trouble stepping in, had dreaming of combat, you know. My buddy's gone, and I figured the next one was for me. A man can just stand so much up there. Ces images illustrent les traitements mis en place pour tenter de soigner les stress post-traumatiques, comme l'hypnose. The thoughts are coming to your mind. Well, now let's go back. Let's go back to Friday. We want to get you out of your own feeling of isolation. Get you to feel that you are like other people. Ou les thérapies de groupe. I'd say the net result is like this. L'enjeu pour ces hommes encore jeunes est de réussir leur retour à une vie normale. Un chemin qui s'annonce semé d'embûches. Car à l'arrière, les années de guerre ont totalement rebattu les cartes. Pendant les combats, les femmes ont occupé de nouvelles places. La plupart des hommes étaient soit emprisonnés, soit en train de se battre sur le front. Pour la première fois, les femmes ont occupé des emplois jusqu'à présent réservés aux hommes, dans l'industrie ou dans d'autres secteurs de l'économie. En Amérique, comme en Europe, l'onde de choc de la Seconde Guerre mondiale pénètre dans les foyers. Les femmes n'étaient plus simplement des femmes au foyer. Elles avaient pris les choses en main. Et bien sûr, cela a permis d'améliorer le statut des femmes. Et elles n'étaient pas prêtes à l'abandonner à la fin de la guerre. Pourtant, l'égalité entre hommes et femmes reste encore une perspective lointaine. En 1945 et après, ça a été très difficile pour les femmes. Parce que les hommes sont rentrés. On leur a rendu leur travail. Mais ils avaient l'impression d'avoir perdu le contrôle de leur famille. Tout ne tournait plus uniquement autour d'eux. Et beaucoup l'ont fait payer à leurs femmes. Mais en 1945, ces enjeux de société ne sont pas la priorité des leaders alliés. C'est bien l'avenir politique du monde qui préoccupe les vainqueurs du nazisme. Ce 24 octobre 1945, la charte de l'ONU entre officiellement en vigueur.
Signé 4 mois plus tôt lors de la conférence de San Francisco, le document donne naissance à une toute nouvelle institution, l'Organisation des Nations Unies. 51 pays, qui représentent environ 80% de la population mondiale, affichent une immense ambition pour l'avenir du monde. L'idée, c'est plus jamais de guerre comme celle-là. Et peut-être qu'avec les Nations Unies, on peut commencer à endiguer les conflits autour du globe. Et peut-être qu'on peut y arriver si les superpuissances se mettent à travailler ensemble pour ça. Les Américains ont été entraînés malgré eux 2 fois de suite dans une guerre mondiale, en 1917 et en 1941. Ils en ont retenu la leçon, à savoir qu'il n'était pas possible pour eux de se retirer des affaires mondiales. Ils ont donc décidé d'être à la tête du système international, y compris en temps de paix, pour empêcher que des conflits d'une telle ampleur soient de nouveau possibles. Donc dans ce rêve d'un nouvel ordre mondial, les Américains veulent, dans le fond, favoriser les valeurs qui sont les leurs. Un nouvel ordre mondial fondé sur le droit et sur la sécurité. Russia's Vyacheslav Molotov addresses the delegates. Mr. Molotov warns of the mistakes of the League of Nations. Pour l'URSS, il était important non seulement de participer à cette organisation, mais surtout de créer un conseil de sécurité, avec droit de vote et droit de veto réservé aux pays vainqueurs. Pour l'Union soviétique, les Nations Unies et le Conseil de sécurité représentaient une occasion unique pour les grandes puissances. Et l'URSS était devenue une grande puissance. C'était l'occasion de se partager le monde avec des négociations du type « ça c'est à vous, ça c'est à nous ». L'intérêt de diviser le monde en zones d'influence était très clair dans l'esprit de Staline. Les germes de la guerre froide pointent déjà, mais les vainqueurs de 1945 font encore cause commune. Le 20 novembre, un procès historique s'ouvre au palais de justice de Nuremberg. Dans cette ville où furent proclamées les lois antisémites et où les nazis organisèrent d'immenses rassemblements, les procureurs issus des nations vainqueurs lisent l'acte d'accusation. Une lecture qui durera 5 heures. Le procès s'ouvre pour permettre de fonder ce système international sur le droit et la justice. In the name of the Union of Soviet Socialist Republics, General Rudenko presents counsel. L'idée d'organiser des procès était encouragée par les soviétiques, plus que par les Américains. En partie parce que les soviétiques avaient l'habitude de faire des procès publics. Ils aimaient utiliser les procès à des fins politiques. In the name of the French Republic, Monsieur de Menton. Ce n'était pas ce que voulaient les Anglais, les Américains et les Français. Ce que eux voulaient, dans le cadre du rétablissement de l'ordre mondial, c'était de faire prévaloir le droit. Il fallait donc offrir aux leaders de leurs anciens ennemis un procès équitable. Pas simplement les mettre contre un mur et les fusiller. Le tribunal de Nuremberg est là pour définir ce qu'est un crime contre l'humanité. On établit qu'il existe des crimes qui sont tellement importants et tellement graves que c'est l'humanité tout entière qui est touchée et non pas simplement une population ou une fraction de population. This trial must form a milestone in the history of civilization, not only marking that right shall in the end triumph over evil, but also that ordinary people of the world are now determined that the individual must transcend the state. Le procès de Nuremberg, dans lequel 22 personnes ont été jugées, 12 condamnées à mort et le reste à de très longues peines de prison, mais au cours duquel il y a eu aussi des acquittements, a été jugé favorablement par les experts, qui l'ont interprété comme une victoire pour la justice. Pour la plupart des Allemands, c'était une réaction compréhensible de la part des Américains et de leurs alliés.
Our task is finished. Now it is for you, in the silence of your deliberation, to listen to innocent blood crying for justice. Pour la première fois, se défendre en disant qu'on avait simplement suivi les ordres, ça devenait inadmissible. Si les ordres sont immoraux, vous ne devez pas leur obéir. Ce n'est plus un argument. Et le procès de Nuremberg a vraiment imposé ce principe. C'était une façon de construire un monde meilleur qui réduirait le risque de nouvelles guerres. Les sentences du tribunal de Nuremberg ne tomberont qu'en octobre 1946. En attendant, en ce mois de décembre 1945, aux États-Unis comme en Europe, on fête Noël en rêvant à des lendemains meilleurs. 1945 a eu des conséquences colossales. Elle a conduit à la destruction de deux des empires les plus monstrueux de l'histoire, l'Allemagne nazie et l'Empire militaire japonais. Du côté des vainqueurs, un monde nouveau émerge dans lequel vont s'affronter l'Amérique et l'Union soviétique. Les nations européennes, elles, ne peuvent cacher leur déclin. En Inde, le Royaume-Uni est sur le point de perdre son empire. Les peuples colonisés réclament leur part de liberté. En Indochine, comme en Afrique, la France s'apprête à reprendre le chemin de la guerre. Le choc de la décolonisation s'annonce. 1945 est une année résolument moderne. Elle pose les fondations de ce que notre monde est devenu aujourd'hui. En cette fin d'année 1945, le nouveau monde ne fait que commencer. Un monde plein de promesses et de nouvelles menaces.